Où en est-on avec la politique nationale du civisme et d'éducation à la citoyenneté? Dans cette édition, la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique nous fait le point. Santé de reproduction, nous sommes en Mandouri. La sensibilisation de proximité produit des résultats au-delà des attentes. Les populations adoptent plus facilement de bonnes pratiques et leur santé s'améliore. Deuxième guerre mondiale, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitulait face aux Alliés. Ce 70e anniversaire a été commémoré à Paris en présence de John Kerry, secrétaire d'État américain. Merci de regarder la télévision togolaise à l'heure du journal. Bonsoir, bienvenue. Des messages de félicitations continuent de parvenir au président de la République suite à sa réélection. Le président Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, le chef du gouvernement espagnol, Cheikh Hadjibou Soumaré, président de la commission de l'UMOA, le directeur général du CERFER et le directeur général de la FAO félicitent le président de la République pour sa réélection à la magistrature suprême. Par ailleurs, le général Abdel Fattah al-Sisi, président égyptien, et Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, ont aussi adressé leurs félicitations au président Faure Gnassingbé à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Togo. Ils ont souhaité que les relations entre leur pays et le Togo se développent davantage pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Ils étaient nombreux ce matin, les Rotariens issus des 4 pays membres du district 9102 Niger, Bénin, Togo, Ghana, à prendre part à Lomé à l'ouverture de leur deuxième assemblée et conférence. Un rendez-vous annuel qui dresse le bilan des activités du club et pose les jalons de l'agenda à exécuter dans le futur. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre togolais qui a salué les actions menées de part et d'autre par les Rotariens pour améliorer le quotidien des populations. Sonia Amenikbo, Clarisse Atikle. Grande mobilisation des Rotariens avec à la clé l'exhibition des drapeaux de chacun des pays membres du district 9102 du Rotary International, preuve de la diversité au sein de cette organisation. Invité d'honneur à cette deuxième assemblée et conférence du district 9102, le chef du gouvernement, Kwesi Seliagodi Aoumezounou. C'est une rencontre devenue une tradition et qui offre l'opportunité aux membres des Rotary Club du Bénin, du Niger, du Ghana et du Togo et qui constitue le district 9102 de faire chaque année l'évaluation de leurs actions en faveur des personnes démunies et vulnérables. Le gouverneur a l'occasion au cours de la conférence du district de faire ce que nous appelons l'état de district. C'est le bilan des 10 mois que j'ai passé à la tête de ce district, voir dans nos domaines, dans nos axes stratégiques, ce qui a été fait, les défis que nous avons à relever. Est-ce que ces défis ont été relevés et nous avons encore 1 mois et demi devant nous pour pouvoir réajuster les choses et atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés dès le départ. Au-delà du bilan des activités menées, l'Assemblée et conférence est l'espace idéal où se fait la formation des futurs dirigeants, le vote du budget et la mise à jour des tests du district au regard des nouvelles dispositions de la conférence de district. Le Rotary International, c'est un réseau mondial de plus de 1,2 million de décideurs solidaires qui mettent leurs compétences au service des causes humanitaires. Ces actions sont également perceptibles au Togo, notamment au niveau de la consolidation de la paix, la promotion de la santé et du développement socio-économique. Servir l'humanité est un acte noble et voir des hommes et des femmes d'expérience rassemblés autour d'un tel idéal et travaillant au sein de clubs respectifs pour apporter des améliorations et des changements durables aux difficiles conditions de vie des communautés les plus démunies constitue un sujet de réconfort pour tout gouvernement. Pour être sincère, on est admiratif. J'allais dire que je suis et j'ai été toujours personnellement admiratif devant la disponibilité et l'engagement dont vous faites preuve, car donner autant de temps, d'énergie, de moyens matériels et financiers pour aider les plus vulnérables de nos différentes communautés. Et pour dire les choses simplement, les plus vulnérables de l'humanité est une preuve de grandeur d'âme que nous devons saluer. Vous êtes des relais plus qu'indispensables à l'action gouvernementale de nos différents pays. Et si vous n'existiez pas, je pense qu'il faut vous inventer. Ainsi, tout ce qui peut être fait pour vous accompagner, vous soutenir, doit être fait avec un grand plaisir. C'est en cela que notre pays, le Togo, apprécie à sa juste valeur l'impact mondial et local des actions initiées par le Rotary International dans le cadre de la promotion de la paix, la lutte contre les maladies, l'accès à l'eau potable, la santé de la mère et de l'enfant,
bref du développement économique et social en général. En réalité, vous êtes, comme je l'ai dit, des relais de nos différents gouvernements que vous suppléez avec beaucoup de qualité et de compétences. Je voudrais ici, avec un accent particulier, saluer l'action majeure du Rotary International dans la lutte contre la poliomyélite dans le monde. Je vous apporte les encouragements personnels du chef de l'État et l'expression de gratitude du gouvernement togolais pour cette belle page d'histoire que votre organisation est en train d'écrire et qu'elle écrit déjà depuis plusieurs décennies. Je voudrais également saluer toutes les actions de proximité qu'entreprennent quotidiennement les clubs Rotary auprès de nos populations vulnérables. Ces actions cadrent parfaitement avec nos priorités dans les divers secteurs de développement, notamment en matière d'éducation, de santé, de paix et de résolution des conflits. Je voudrais à cet instant faire un clin d'œil aux responsables de Rotary qui ont promis de l'eau à mon canton que nous attendons. Vos actions au Togo viennent compléter avec bonheur celles qui sont réalisées par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires au développement. C'est ainsi qu'en prenant l'exemple des maladies évitables par la vaccination, entre autres le programme élargi de vaccination est une priorité de la politique nationale de santé depuis 1980. Il est un élément clé dans l'arsenal mis en place par le gouvernement pour promouvoir la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile et évoluer vers l'atteinte de l'OMD4, cible 5, visant à réduire de 2/3 le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans à l'horizon 2015. Puisque votre devise c'est servir d'abord, je voudrais vous inviter à toujours servir et à continuer de servir. Voici 110 ans que le Rotary International fait de l'humanitaire sa priorité. Et chaque jour, les membres œuvrent en synergie pour davantage faire rayonner le Rotary dans le monde. Lomé accueille également bientôt une conférence internationale sur la sûreté maritime et la Chine a bien voulu contribuer aux préparatifs par un don de matériel roulant et d'équipements techniques divers. Patrice Boko. D'un coût total de 37 millions de francs CFA, ce don de l'ambassade de Chine au ministère des Affaires étrangères est composé de 12 motos, 10 ordinateurs de bureau, 10 ordinateurs portables, 10 imprimantes, des postes téléviseurs, des climatiseurs et autres. Un don de la Chine pour appuyer le gouvernement togolais à bien préparer le sommet de l'Union africaine sur la sûreté maritime qui aura lieu à Lomé. Nous voulons, à travers ce geste, à exprimer notre désir de soutenir ce sommet très très important pour la paix et la sécurité de la région et de l'Afrique. Un don qui illustre bien les bonnes relations de coopération bilatérale agissantes entre le Togo et la Chine. Le don pour nous est très important, comme vous le saviez, dans le cadre de la préparation de notre sommet sur la sécurité maritime. Nous voulons ici réitérer notre engagement à toujours être du côté de la Chine, à toujours travailler avec la Chine et à remercier le gouvernement chinois pour tout ce qu'il fait pour le Togo. La conférence internationale sur la sûreté maritime se tiendra le 7 novembre 2015 à Lomé. Le ministère de l'eau et les acteurs privés qui œuvrent dans le domaine de l'eau, l'hygiène et assainissement ont échangé jeudi sur les meilleures conditions à mettre en œuvre pour prévenir la santé des populations, surtout en respectant les dispositions en vigueur concernant la réglementation du sous-secteur eau. Les échanges ont été présidés par le ministre de l'équipement rural, Bissou Nabagou. Et nous allons observer de plus près les normes qui sont requises concernant les ouvrages d'eau potable destinés à la consommation. Quelle est la réglementation en vigueur pour garantir l'hygiène et préserver la vie des populations? Suivons cette enquête de Komou Poyode. Pour la qualité et la fiabilité d'une œuvre en matière d'approvisionnement en eau et assainissement au service des populations, les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, ont l'obligation de respecter un certain nombre de dispositions relatives, entre autres, au matériel servant à la réalisation de l'œuvre. Un matériel qui doit permettre aux populations de se procurer de l'eau en permanence. Pour les responsables togolais en charge de ce domaine, l'idéal est de disposer d'un matériel à pièces de rechange disponibles. Nous avons retenu un certain nombre de pompes qui doivent être utilisées au niveau du Togo pour permettre aux bénéficiaires d'avoir accès à des pièces détachées, à des pièces de rechange en cas de panne.
Donc force est de constater que certains ouvrages hydrauliques, notamment certains forages, ne sont pas réalisés dans les règles de l'art. Et à long terme, nous avons des problèmes. Et au niveau du suivi de ces forages, vous allez vous rendre compte que lorsque ce forage tombe en panne, la réalisation, ou plutôt la réhabilitation, devient un problème s'il n'y a pas de pièces de rechange. Un autre aspect aussi important, c'est le respect du poids de la population. S'il est bon d'offrir des structures d'eau, d'hygiène et assainissement, il est aussi important de tenir compte du nombre des habitants dans la localité concernée. Une norme qui tient à cœur les partenaires économiques. Suivant la politique nationale d'approvisionnement en eau potable, nous mettons un forage en milieu rural pour un rayon de 500 mètres et ceci pour 250 habitants. Et lorsque la population n'est pas grande, on arrive à voir qu'une population de moins de 250 ou 250 qui devrait avoir un forage, lorsque nous faisons nos programmations, on constate que le village avait déjà un forage. Ça veut dire que ce forage a été réalisé sans passer par les services étatiques, sans passer par le département pour pouvoir réaliser. Et ça fait qu'à des moments donnés, certains bailleurs de fonds, lorsque vous programmez et que vous voulez délocaliser, ils ne sont pas d'accord, vous perdez le financement de ce forage-là. Aussi, les acteurs doivent-ils travailler de façon concertée pour éviter des chevauchements des actions, d'où la nécessité de coopérer avec les services de l'État en la matière. L'OTM a organisé ce soir un forum auquel il a convié les acteurs du monde médiatique. L'éthique et la déontologie du journalisme étaient au cœur de la rencontre. Emmanuel Adiaklo, Silver Abdou. L'Observatoire togolais des médias, OTM, à l'œuvre pour la sauvegarde de la confraternité au sein de la corporation. Et selon l'OTM, il faut que le travail repose sur la confraternité, un des articles du Code de la déontologie, pour cultiver l'esprit de convivialité et préserver une crédibilité au sein de la communauté. Aujourd'hui, l'OTM a pris soin sur elle d'organiser ce panel-là pour qu'on puisse discuter un peu, voir quelles sont les approches de solutions pour qu'au sein de la corporation, il puisse y avoir un peu de répit dans les attaques personnelles entre confrères. Parce que dans tous les pays, les confrères ont des sympathies politiques, ont des intérêts divergents, mais il faut qu'au sein de la corporation et à travers nos écrits et nos publications, il ne faut pas exposer ces genres de conflits personnels pour le public. Ce n'est pas ce qui intéresse le public. Le public attend de nous des informations saines et crédibles pour gérer son quotidien et son avenir pour le développement du pays. Autre sujet abordé au cours de cette rencontre, l'identité de l'information. Une thématique qui appelle les journalistes à faire preuve de professionnalisme. L'identité de l'information, c'est un tout. Mais ce que je peux dire, en fait, c'est pour amener les amis à savoir que l'information est un tout. Il ne s'agit pas seulement... et toute information a une identité. On sait par exemple que l'information, ça s'est produit ici, ça s'est produit de cette façon, ça s'est produit à cette heure, ça s'est produit à cause de ceci et cela. Et tout ça, là, ça fait ce qu'on appelle l'identité de l'information. Maintenant, lorsque vous avez une information que vous prenez ailleurs, vous avez le devoir de faire en sorte que le fait que vous avez pris cette information ailleurs puisse transparaître dans le travail que vous avez à faire. Il faut citer la source des informations. Ensuite, lorsque vous avez une information, vous faites une couverture médiatique, vous n'avez pas l'image, et vous prenez une autre image et que vous voulez utiliser cette image pour illustrer l'événement que vous avez couvert, il est aussi important que vous fassiez savoir que cette image n'est pas l'image de l'événement lui-même, mais c'est une image d'archive que vous prenez, par exemple, pour illustrer cet événement-là. C'est extrêmement important. L'OTM, à travers cette plateforme de discussion, veut amener les journalistes à faire preuve de persévérance dans l'exercice de leur profession. Le bilan, celui de la politique nationale de la formation civique et de l'éducation à la citoyenneté enclenchée depuis plus de 6 mois. Il nous est dressé par la ministre Kouméalo Anaté. Des actions sont menées ça et là pour amener les Togolais aux valeurs de patriotisme, de citoyenneté, de bonne moralité, d'amour pour la patrie. Christine Petit-Kialoudé. Les valeurs morales, civiques et éthiques
sont très indispensables pour le vivre ensemble. Le gouvernement en est conscient et a décidé d'inscrire la formation civique et l'éducation à la citoyenneté au rang des priorités. Cette volonté s'est matérialisée par le lancement le 3 octobre 2014 du mois du civisme qui a marqué officiellement le démarrage de la mise en œuvre de la politique nationale de la formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Et depuis, les activités se sont multipliées ça et là pour former les citoyens à la culture de l'esprit patriotique. On peut se réjouir parce que je crois qu'un des objectifs a été atteint, à savoir la prise de conscience massive au sein de la population des changements que nous devons opérer dans nos comportements, dans nos mentalités pour notre propre épanouissement, mais pour pouvoir accompagner de façon responsable la politique de développement de notre pays. Et donc, vraiment, en cela, on peut dire qu'il y a une réussite, un succès. Pour exemple, nous sortons d'un scrutin, l'élection présidentielle, et nous pouvons nous réjouir parce que ça permet de voir la maturité, l'évolution dans les comportements des Togolais. L'élection apaisée que nous avons pu organiser est quelque part le reflet de ce travail qui a commencé depuis très longtemps et qui se poursuit. Et je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour remercier tous nos concitoyens qui ont fait l'effort de s'engager dans ce combat, qui est un combat commun, un combat collectif. Et surtout saluer ceux qui, tous les premiers samedis du mois, se mobilisent de façon spontanée pour l'opération Togo Propre. Le changement de comportement et de mentalité est un travail de longue haleine que le ministère en charge de la formation civique entend poursuivre à travers des activités bien définies. Il y aura des actions en direction des élèves, en direction des étudiants, en direction des différents corps de métiers. Voilà, donc nous allons poursuivre. Ça peut être des concours, des sketchs, la sensibilisation, la formation, les sports, etc. Donc c'est vraiment une conjugaison d'actions et de moyens que nous comptons mobiliser. Pas simplement au niveau du ministère. Dans ce cadre-là, le ministère a déjà commencé à nouer des partenariats avec la société civile. Il y a beaucoup d'ONG, d'associations qui se sont lancées dans ce domaine avec lesquelles nous voulons travailler pour que l'impact soit le plus large possible. Il faut que les comportements changent au niveau du respect de l'autre, du respect des principes de civilité, éviter l'agressivité, les injures, etc. Mais on doit aussi changer au niveau du respect de l'environnement, le respect du code de la route, mais aussi au niveau de la participation citoyenne responsable, c'est-à-dire comment le citoyen peut apporter sa contribution au développement économique, mais en respectant les règles, en respectant les lois qui régissent la nation, qui régissent la cité. Et nous parlons également du civisme économique, sur lequel on revient souvent, comment il faut s'acquitter aussi de ses devoirs en tant que citoyen, en gérant au mieux les richesses communes, les biens publics. Le mois du civisme a été institutionnalisé. Donc chaque année, au mois d'octobre prochain, ça veut dire au mois d'octobre 2015, nous allons encore célébrer le mois du civisme de la citoyenneté à travers tout le pays. C'est un moment fort, un temps fort pour mobiliser davantage toute la nation autour de ces valeurs cardinales. Le but ultime que vise la promotion du civisme et la citoyenneté est d'amener les citoyens à une prise de conscience vis-à-vis de leurs droits et devoirs, de leurs obligations, du respect et de l'amour pour le pays, pour un développement humain intégral et durable. On s'intéresse maintenant à la santé de reproduction. Direction Mandouri, dans le Pendjal. Les visites domiciliaires et le porte-à-porte mené par les sages-femmes dans les communautés produisent des résultats assez positifs sur les bénéficiaires qui comprennent mieux l'importance de certaines notions comme la planification des naissances, la vaccination ou encore les consultations prénatales. Pierre Sousoukbo. Mandouri, à plus de 100 km de Dapan. Ici, hôpital préfectoral de Pendjal. Ce matin, il n'y a pas tellement d'affluence. Fabienne et son équipe se préparent pour se rendre sur le terrain. Nous les avons suivis dans leur programme de la journée.
peut aller. Ça va là? Fabienne est la responsable de la santé de reproduction de l'hôpital préfectoral de Pendial. Aujourd'hui, son entretien avec les femmes de cette concession est axé sur la planification familiale. On est arrivé ici en 2008. On voyait que dans le centre, la fréquentation n'était pas ce qu'il doit être. Donc on a décidé de rapprocher le service là de la communauté. C'était sous l'initiative du DPS. Donc on a vu que on sort, les couvertures dans tous les soins est un peu élevée. Donc ça veut dire que le constat qui est fait, c'est que les communautés éloignées ont besoin de soins, mais c'est l'accessibilité qui cause problème. Et si on peut juger de l'impact actuellement, on le constate. Les informations nécessaires qu'il faut fournir lors des sensibilisations, lorsqu'on les fait, on a vu un changement. Et dès qu'on sort, la communauté même nous confie leur joie de nous voir et les nouvelles idées qu'on leur donne, ils les partagent positivement avec nous. Une approche innovante qui fait tache d'huile. Les sages-femmes et les infirmiers, leur visite nous aide beaucoup. Parce qu'actuellement, de leur visite et leurs conseils nous donnent aujourd'hui des choses que nous-mêmes nous arrivons à bénéficier de ça. Ce que nous bénéficions parce que si par exemple à 1 an, à 2 ans, tu es déjà un enfant actuellement, on arrive à espacer au moins 4 ans, si tu veux même 5 ans. Si tu avais un enfant de 5 ans, il est déjà à l'école, et tu attends 6e année, et peut-être tu dois avoir l'enfant. Si tu veux, tu vas vers eux encore. Et de deux aussi, des vaccinations aussi nous aident beaucoup. Tout ce qu'on voit comme des petites maladies, rougeole ou quoi, actuellement dans nos foyers, on ne voit pas ça. L'opération consiste à rendre plus accessibles les soins de santé primaire à toutes les populations qui ont surtout besoin en permanence des services de planification familiale. Des jeunes de la région de la Kara ont reçu des motos de la part de la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel. Ces jeunes devront se servir de ces motos pour le transport des personnes et des biens. C'est la deuxième phase de la mise en place de la mutuelle de conducteurs de taxi moto qui est ainsi amorcée. Nestor Mouzou. Des motos tricyclées acquises par la délégation à l'organisation du secteur informel au profit des jeunes sans emploi de la région de la Kara. En mettant ces motos à la disposition des jeunes, la DOSI veut les aider à s'auto-employer afin de pouvoir joindre les deux bouts. Il y a un certain nombre de tricycles qui sont déjà arrivés. Nous avons essayé de trouver une clé de répartition pour donner aux bénéficiaires provenant de chaque préfecture, et notamment par rapport aux besoins qu'il y a et par rapport à la densité de chaque préfecture. En contrepartie de la moto, chaque bénéficiaire a un engagement à honorer. Je remercie la DOSI pour avoir pensé à nous. Il y a eu déjà 2 projets qui étaient passés, des projets similaires. On avait déjà fait un octroi. Nous faisons partie de la 3e vague. Il y a 2 types de modalités de paiement. Ceux qui ont opté pour 24 mois, soit 2 ans, ils feront le versement de 2500 par jour. Et ceux qui ont opté pour 18 mois, ils feront 3000 francs par jour. Je ferai de mon effort pour être à jour, puisque c'est la régularité qui compte. Parce que si nous faisons bien, le projet va perdurer et d'autres vont en bénéficier. Cet accompagnement des jeunes par l'octroi des motos constitue la deuxième phase de la mise en route de la mutuelle de conducteurs de taxi moto. La MUTAM se veut un instrument de protection sociale. Elle va fonctionner comme l'Institut national d'assurance maladie INAM le fait vis-à-vis des agents de l'État. D'autres jeunes sont aussi à la recherche d'opportunités, toujours pour s'offrir un meilleur avenir. Les étudiants de l'École supérieure des affaires de Lomé ont animé jeudi une causerie débat sur la coopération universitaire, source de débouchés et d'ouverture pour les apprenants en termes de perspective. Ramdan Bassir.
Face aux exigences du marché de l'emploi, la coopération interuniversitaire demeure une des stratégies pour mutualiser les compétences, délocaliser les formations afin de permettre aux étudiants d'obtenir des diplômes harmonisés. Et grâce à la coopération franco-togolaise, par exemple, plusieurs opportunités s'offrent aux étudiants togolais. Ces ouvertures sont présentées ici par Jean-Pierre Vidal, conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les possibilités pour les étudiants togolais sont multiples, mais elles sont toutes, quand même, il faut bien se dire qu'elles sont toutes centralisées par le filtre du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. C'est avec lui que nous déterminons des programmes de bourses qui seront prioritaires pour lesquels les étudiants seront sélectionnés et dans le cadre de ces programmes, ils pourront partir en France pour aller étudier. La coopération interuniversitaire peut ainsi donc faciliter l'obtention de bourses et des échanges entre étudiants. Moi-même, je suis un lauréat de la coopération française qui m'a permis d'étudier en France et de revenir dans mon pays, de faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire d'aider mes concitoyens, mes jeunes frères et sœurs, pour qu'eux aussi à leur tour puissent aller en France pour acquérir des connaissances et revenir servir leur pays. Un autre souhait, c'est que nos étudiants, les étudiants de l'ESA, de l'École supérieure des affaires, puissent s'inscrire dans cette coopération entre le Togo et la France dans le domaine de l'enseignement. Les étudiants de l'ESA ne pouvaient mieux attendre. C'est un plus pour mieux planifier leur cursus scolaire. Moi, j'ai retenu qu'il faut nécessairement que nous, les étudiants togolaises, nous nous mettons en fond pour travailler. Avec une moyenne supérieure de 13, tu as les opportunités de continuer tes études en France, ce qui est un atout. La conférence a déjà apporté un plus pour nos étudiants parce que c'est une motivation pour nous d'abord d'aller plus loin dans nos études, d'apporter un plus à notre pays. Investir dans la jeunesse, c'est investir pour un développement durable. 5 ans déjà que l'ESA forme entre autres en commerce international, en comptabilité et gestion des entreprises, en secrétariat de direction, des formations diplômantes en BTS, BT, licence et master. En Grande-Bretagne, victoire des conservateurs. David Cameron et les siens ont damé le pied aux travaillistes à l'issue des législatives. Le premier s'est allé recevoir l'onction de la reine pour former son nouveau gouvernement. Buckingham Palace. David Cameron vient de recevoir l'assentiment de la reine pour former son nouveau gouvernement. Le héros du jour file à toute allure au 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre. Bref, chez lui, tout sourire. On le disait pourtant en difficulté, et voilà que son parti conservateur vient de remporter la majorité absolue, 331 sièges, 100 de plus que le grand rival travailliste en déroute. Les conservateurs, au pouvoir depuis 5 ans, augmentent le nombre de leurs sièges à la surprise générale et pour la plus grande joie du Premier ministre britannique. C'est la plus douce de toutes nos victoires. David Cameron exalté sur une vidéo amateur à son siège de campagne. Ces élections auront été fatales à une bonne partie de la classe politique britannique, réunis ce matin, hasard du calendrier, pour les cérémonies du 8 mai à Londres. Balayer le travailliste Ed Miliband, pourtant favori. Balayer aussi le libéral-démocrate Nick Clegg. Ils ont démissionné tous les deux dès l'annonce de leur échec. Il ne reste que David Cameron et les indépendantistes écossais, autres vainqueurs de ces élections. Ils ont remporté la quasi-totalité des sièges en Écosse. Un tremblement de terre dans un royaume plus désuni que jamais. Voilà de quoi donner de sérieux maux de tête à David Cameron. Premier ministre triomphant, mais confronté à des défis immenses. En France, on a commémoré le 110e anniversaire de la capitulation allemande qui a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale. 6 mois de combat qui ont fait 50 millions de morts dans toute l'Europe. À Paris, l'événement a été marqué par une cérémonie militaire aux Champs-Élysées, sous l'Arc de Triomphe. François Hollande a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu en présence de John Kerry, le secrétaire d'État américain. C'est de la garde républicaine, moderne et traditionnelle, à cheval et à moto. Et au centre, la main du président salue ces centaines d'anonymes qui se devaient d'être présents. Respect des cérémonies commémoratives, d'une part, respect de la présidence, quel que soit ce qu'on pense du président. Et puis ça a de la gueule, moi j'aime bien.
Sur les Champs-Élysées, on croise aussi des familles avec des parents qui viennent expliquer l'histoire à leurs jeunes enfants. En voyant des événements concrets, ils sont comme ça à même de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire, dans notre pays, et les gens qui ont donné leur vie pour qu'on soit en paix aujourd'hui. Le président, chef des armées, salue les soldats, sabre au clair, et il évoque lui aussi le devoir de transmission. Il faut que les survivants, qui ont encore cette mémoire vivante, puissent la transmettre à des nouvelles générations et que les nouvelles générations n'oublient pas ce qui s'est produit. Autre temps fort, le chœur de l'armée entonne le chant des partisans, le symbole de la résistance. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Derrière François Hollande, les responsables politiques et John Kerry, le secrétaire d'État américain, très ému lors de la sonnerie aux morts. Sa mère avait été infirmière à Paris au début de la guerre. Cette commémoration réveille aussi son histoire familiale. Elle a travaillé ici, elle s'est échappée juste devant les Allemands qui sont entrés à Montparnasse. Puis elle est arrivée aux États-Unis. Et voilà. Maintenant, j'y suis à cause de ça. Beaucoup n'ont pas vécu la fin de la guerre. Mais 70 ans après, le symbole du 8 mai reste encore très fort. Et puis découvrez désormais sur le marché la bière de luxe Guinness avec un nouvel habillage, un nouveau look très attirant que Bébé Lomé met à la disposition de ses clients. Il s'agit de mettre en valeur cette poisson tant prisée depuis 1759. Le goût cependant n'a pas changé et le coût reste le même. Rachel Aoukou. Style, classe, glamour, fashion, swag. Voilà à quoi ressemble la nouvelle bouteille de la bière de luxe Guinness. Bébé Lomé met la barre haute pour permettre à ses clients d'apprécier encore plus leur boisson favorite. Le goût reste le même, esquis et la saveur inégalée. Le Made of Black vous pousse au-delà de vos limites. Qu'est-ce qui change sur la bouteille de Guinness? Nous changeons la stagnole, okay? Nous apportons une stagnole plus raffinée, nous apportons une étiquette raffinée, nous apportons une colorette nouvelle. Et donc voici ce qui change sur la bouteille de Guinness. Pourquoi ce changement? Ce changement pour nous rapprocher de plus en plus de nos consommateurs qui deviennent de plus en plus exigeants. Nous sommes dans un monde mondialisé et la jeunesse aujourd'hui demande à toucher à des choses qui répondent à ses aspirations. Et aujourd'hui, nous avons estimé qu'il était important pour nous de rhabiller notre bouteille pour nous rapprocher un peu plus de cette jeunesse-là. Ce nouvel habillage a pour cible les jeunes en particulier qui se laissent déjà séduire. Un nouvel habillage est plus joli que l'ancien, plus classe. Et en plus, ça donne l'envie de goûter à la bière. Bébé Lomé veut ainsi fidéliser sa clientèle et renforcer sa notoriété qui remonte à 1759. La Guinness est là depuis plus de 250 ans. C'est un produit de qualité. On l'a redynamisé pour augmenter la base des consommateurs. Le goût ne change pas, le prix non plus ne change pas. Donc ils peuvent continuer de nous faire confiance. La bébé a 50 ans de qualité. Je pense que ça doit pouvoir suffire pour une grande considération des consommateurs et des marques que nous vendons. Tout un programme bien concocté pour promouvoir ce nouvel habillage, notamment un grand concert du 29 au 30 mai, 234 promotions dont 108 séances de dégustation à partir du 8 mai et des Made of Black Parties. Avec le nouvel habillage de Guinness, le goût n'a pas changé et le prix non plus. La petite bouteille est à 650 francs et la grande à 1100 francs. Guinness, quelque chose en plus. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition.